La riposte des Iraniens, elle a été spectaculaire la première nuit. On sentait bien que il y avait le potentiel militaire, c'est-à-dire on avait déjà remarqué en octobre dernier que les Iraniens étaient capables de balancer du balistique. Ils avaient balancé à peu près 300 drones et missiles à l'époque sur Tel Aviv. C'était déjà une démonstration. À l'époque, les Iraniens avaient dit on peut faire beaucoup plus et attendez-vous à ce que si un jour on fasse beaucoup plus, pour vous, vous serez rayé de la carte, enfin, toute la rhétorique habituelle. C'est tort de les sous-estimer, parce que ces premières frappes de la première nuit, hein, donc celle de vendredi soir, première frappe israélienne jeudi, ensuite réponse iranienne vendredi, cette première salve de missiles, elle a endommagé le ministère de la Défense, endommagé un bâtiment qui s'appelle la Kyria, c'est là où se trouve le haut commandement de Tsahal et également d'autres administrations, par des missiles qui ont perforé le dôme de fer. Donc il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, mais une technique de l'hypersonique ultra impressionnant, mais des choses peu ciblées, plutôt désordonnées, traduisant cet état de sidération de l'armée avec la décapitation de ses chefs. Et puis, progressivement, le deuxième jour, l'Iran reprend confiance, réactive son potentiel de défense antiaérienne. Israël continue à pouvoir déambuler, mais c'est plus difficile de pénétrer. Israël continue ses frappes comme planifié. Et puis là, on se rend compte qu'à la nuit tombée, les Iraniens recommencent à balancer du balistique, à balancer de l'hypersonique, à balancer jusqu'à 5 types de missiles différents, beaucoup plus précis que la nuit précédente, comme s'il y avait eu une forme de réorganisation, une organisation, on va dire peut-être un état-major de substitution qui s'est constitué, qui a repris et qui a piloté ces opérations. Et là, c'est la ville de Haïfa en particulier qui est touchée. La raffinerie est en feu, dommage au pipeline, dommage au stockage. La raffinerie d'Haïfa, c'est 60% de l'énergie et des hydrocarbures pour Israël. Donc problème à terme au sein de la population, mais aussi pour le ravitaillement de l'armée, pour le kérosène, pour plein de choses. Même si les Israéliens ont des appuis, ont les Américains derrière. En tout cas, voilà. Donc cet objectif a été important. La centrale électrique sera ciblée le lendemain. Également le port d'Haïfa, qui est en partie détruit. Donc beaucoup plus de ciblage, beaucoup plus de choses très précises. Et les Iraniens, en tout cas, reconstituent progressivement leurs moyens de défense. Là commence à se jouer un problème auquel les Israéliens savaient qu'ils seraient confrontés, c'est-à-dire combien de temps l'Iran va-t-il pouvoir envoyer une centaine de missiles tous les soirs. Certains experts estiment que l'Iran possède entre 10 000 et 20 000 missiles, ce qui est considérable. Il faut voir qu'historiquement, le programme de missiles à longue portée iranien, balistique ou autre, hypersonique ensuite, et tout ce qu'ils ont développé, y compris des armes dont on n'a pas encore connaissance, a commencé en 2003 grâce à la Corée du Nord, qui a fourni un missile à longue portée à l'Iran. L'Iran a pu l'étudier, le détricoter, le fabriquer chez elle et ensuite le faire en série, en faire beaucoup plus. Ça a commencé en 2003, donc on est en 2025. Ça fait donc 22 ans que l'Iran travaille sur ce programme. Pour nous surprendre, guerre en Ukraine. D'abord, c'est la Turquie qui fournit ses drones Bayraktar à l'Ukraine. L'Ukraine a des succès grâce à ses armes. Les Russes ripostent assez rapidement sur le potentiel électrique ukrainien grâce au drone Shahid qu'on voit arriver, un drone qui coûte 20 000 euros, qui tout à coup va déclencher des tirs de la défense aérienne ukrainienne qui vont détruire des drones à 20 000 euros avec des missiles qui en coûtent 100 ou 150 000. Donc ça, c'est le premier arrivé du drone Shahid, développé par les Russes, le Goran 2, le drone Géranium qu'on appelle. Donc, les ingénieurs russes revisitent l'informatique du drone iranien et se l'accaparent. Donc là, c'est une fourniture
massive et décisive pour la Russie. Au début, je me souviens, il y avait des moqueries sur ces drones iraniens. Au bout d'un moment, plus personne ne rigolait parce que ils arrivent à percer la défense ukrainienne. Ensuite, ils vont travailler en essaim. Ensuite, ils vont travailler avec des leurres en premier pour ensuite pénétrer et faire aller à peu près à l'hiver 2003, on va dire en Ukraine, des dégâts considérables sur le système électrique ukrainien. Donc ça, on découvre les drones iraniens. Ça fait très longtemps qu'ils bossent dessus. Ils bossent aussi sur les missiles. Ils commencent à en fournir aux Russes aussi, des missiles conventionnels, des missiles classiques. Et là, on découvre à la faveur de ces frappes que les Iraniens sont capables de faire des missiles ciblés précisément à des distances considérables. On se rend compte donc la deuxième nuit qu'ils ont effectivement de l'hypersonique. Là, l'hypersonique, il perce le dôme. Non seulement le dôme, il est saturé très rapidement, mais aussi il est percé par l'hypersonique et on n'a aucun moyen de parade. Et là, ça devient inquiétant pour Israël. Iran, we are sorry. We want peace. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Et comme vous pouvez le constater, je suis ailleurs. Je ne suis pas chez vous, mais je vous reviens dans quelques jours. Nous sommes allés, comme je vous l'ai dit la dernière fois, aller rencontrer certains de nos compatriotes qui ont des problèmes avec l'immigration. Nous n'avons pas pu tous les voir au même moment. Nous sommes départagés, on a fait des petits pôles de groupe. Alors nous avons vu certains. Alors j'ai fait quand même escale ici pour échanger avec vous sur l'actualité mondiale. Je voudrais ici renouveler mes encouragements à nos compatriotes. Il y a des sans-papiers qui n'ont pas été renvoyés, il y a d'autres qui sont renvoyés. Tous les sans-papiers ne seront pas renvoyés, beaucoup seront aussi régularisés. Ne perdez pas espoir, gardez le courage, gardez le moral. Voyez-vous, vous n'êtes pas seul. On va essayer d'être avec vous en prière et en action au prix de nos modestes petits moyens. Je remercie la communauté CCT, la communauté SOS Cameroun Solidarity et qui nous accompagne pour vous soutenir aussi. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement vous faire un petit point sur l'actualité mondiale qui nous intéresse au premier point et qui ressemble à l'actualité du Cameroun. Il suffit de regarder au plus près de ce qui se passe avec l'Iran et Israël. Ce n'est pas différent avec ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie. Ce n'est pas différent avec le Yémen. Ce n'est pas différent avec le Cameroun, le Nozo. Ce n'est pas différent avec Boko Haram. Ce n'est pas différent avec l'AES. Ce n'est pas différent avec tout ce qui se passe dans le monde. Nous, chacun de nos pays se retrouve dans ce qui se passe. Des pays et chacun de nous en tant qu'être humain se retrouve dans ce qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et l'Iran. Mes chers compatriotes, dans ce qui se passe avec l'Israël et l'Iran, on trouve la puissance, la prétendue puissance, l'armement, le sentiment d'un pays très fort. On retrouve dans ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël les traîtres, les complicités, les alliances, les partenaires. On trouve l'arrogance, on trouve la prétention, on trouve l'humiliation, on trouve les crimes, les assassinats, la volonté de détruire les uns et les autres, le plaisir de tuer l'autre. On retrouve dans le quotidien de tous les jours, on retrouve ça dans ce combat qui se passe entre l'Iran et Israël. On retrouve aussi ce volet de ne jamais sous-estimer l'autre parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a. Je vais donc vous expliquer en quelques points. Qui est l'Iran? Au-delà de la peur qui habite certains de voir l'Iran en possession d'une bombe atomique, jetons un petit regard panoramique sur la géostratégie, l'influence des uns et des autres, le rôle important de l'Iran au Moyen-Orient et même dans le monde. L'Iran, c'est qui? L'Iran est une civilisation plusieurs fois millénaire. Donc ce n'est pas un petit pays en termes de civilisation.
C'est un pays puissant. Donc, la propagande a toujours voulu rabaisser. Nous y reviendrons dans les prochaines publications. L'Iran est la deuxième réserve de gaz au monde. L'Iran est aussi la troisième ou la quatrième réserve de pétrole au monde. L'Iran est un membre très actif des BRICS. L'Iran est un partenaire important de la Chine. L'Iran est un partenaire important de la Russie. L'Iran est situé sur l'axe des routes de la soie. Vous comprenez ce que cela veut dire. L'Iran est un élément important, est un membre important pour la dédollarisation. Très important à savoir. L'Iran est un acteur très important dans le dispositif international. Alors, Israël réagit comme étant le bras armé, le bras séculaire, l'un des bras importants dans la sous-région pour tenter de neutraliser, jouant aussi le jeu de certains pays, notamment l'Amérique. Il est important de le noter. Oui, il est important de le noter parce que il y a un but important, bloquer l'émergence d'un monde multipolaire. Alors, si vous suivez un peu l'actualité et vous lisez un peu, vous essayez un peu de jeter un petit regard sur tout ce qui se passe dans le quotidien et dans le monde, vous allez comprendre que ces deux pays jouent un rôle très important, les uns, l'un comme l'autre, l'autre comme l'un, pour des intérêts divergents. Mais chacun veut préserver sa position la plus importante. Alors, ce conflit n'est pas à négliger. Ce conflit n'est pas un conflit religieux ou bien un conflit seulement financier. C'est un conflit qui a des enjeux multiples. Alors, en même temps, je vais donc revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, le résumé, de vous présenter la situation. Pourquoi est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne parce que ne te crois jamais assez arrogant. Je vais d'abord ici avoir une pensée pour les peuples victimes de guerre dans le monde, dans mon pays, le Cameroun. Je vais avoir une pensée pour les peuples victimes du terrorisme, dans l'AOS, au Mali, au Burkina, au Niger. Je vais avoir une grande pensée pour le peuple camerounais, pour mes compatriotes du Nozo, pour mes compatriotes du Grand Nord. Je vais avoir une pensée pour les peuples du Yémen, pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe, pour le peuple russe. Je vais avoir une pensée, mes chers amis, pour le peuple d'Israël. Il faut savoir toujours faire la différence entre les peuples et les gouvernants. Le peuple d'Israël aujourd'hui est aussi victime. Hier, ce peuple-là, certains dansaient. Certains dansaient à voir le peuple palestinien être décimé, être tué, être maltraité. Certains peuples dansaient. Ils regardaient, se disaient que c'était loin d'eux. Ils se croyaient tout puissants. C'est pour ça que je vous ai dit, le sentiment de toute puissance n'existe pas. Tu es puissant parce que l'autre ne s'est pas encore levé. Tu es puissant parce que l'autre joue le mort. Tu es puissant parce que l'autre se prépare sans que tu ne le saches. Tu peux détruire ses biens, tu peux détruire ses maisons, tu peux arracher ses terres. Pendant ce temps, tu peux tuer les aînés. Les enfants qui naissent avec une autre logique, ils se préparent. Donc je vais avoir une pensée pour tous ces peuples qui ont été comme ça, embarqués dans les guerres, qu'ils n'ont pas sollicité, qu'ils n'ont pas voulu. Je vais avoir une pensée pour tous ces peuples qui se voient chaque jour tués et que leurs paroles, leurs choix, leurs droits ne sont pas respectés. Alors pourquoi je vous parle du sentiment de toute puissance? Quand j'ai dit ça, je vais avoir une pensée pour toutes les victimes. Des condoléances pour toutes les familles qui ont perdu les leurs. Je reviens donc maintenant dans l'essentiel. Mes chers amis, l'arrogance. Les dirigeants de certains pays dans le monde, comme dans mon propre pays, le Cameroun, ont cette prétention, l'arrogance. Et là, quand vous regardez ça, ça nous ramène à ce qui se passe en Israël. L'arrogance, la prétention, fait aujourd'hui que le monde entier, au lieu d'avoir ce côté, ouais, pourquoi ça arrive à ce peuple-là, d'autres sont contents. Ce qui ne devait pas être normal, ce qui n'est même pas normal. D'autres sont contents de voir le pays bombardé, le pays détruit. On dit, ah tiens, voilà, c'est l'Israël là, qui se disait le pays le plus fort. Ils peuvent attaquer, ils peuvent tuer des gens, ils peuvent bombarder dans les hôpitaux. On dit aux enfants, allez manger là-bas. Pendant que les enfants vont manger, on bombarde. On bombarde à l'hôpital, on bombarde dans des écoles, on bombarde dans des mosquées, on bombarde partout. Dans les camps de réfugiés, on tire même sur des diplomates. On tue des journalistes. Les gens se disent que, mais tiens, c'est ce pays qui tue à tout va.
C'est ce pays-là qui est bombardé comme ça. Les gens sont contents. Malheureusement, ce qui ne devait pas être le cas, les gars, on tue les humains. Le peuple d'Israël est en train d'être assassiné, détruit. Et d'autres peuples sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à un peuple d'Israël, où c'était des dirigeants d'Israël arrogants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Prétentieux. Vous savez que je suis l'une des personnes qui s'inspire du peuple de juifs, où je vous ai toujours dit que ce peuple-là est très solidaire. Mais est-ce qu'un peuple, les gens peuvent être parfaits? Chacun a aussi son côté négatif. Et ce côté négatif-là a eu un impact très important dans notre société. Ça joue aujourd'hui des détours. Il faut revoir nos comportements au quotidien. Maintenant, venons au côté de l'armement. Israël est un pays puissant scientifiquement parlant. Israël a bénéficié pendant tout le temps à l'aide des États-Unis. Les armements que vous pouvez connaître. Le dôme de fer pour protéger des missiles venant de part et d'autre. Mais ça a existé jusqu'à ce que l'Iran se lève. L'Iran a été plusieurs fois attaqué. Plusieurs fois, l'Iran dit faites attention. Faites très très attention. Ils sont bombardés, ils disent faites attention. Quand nous allons nous lever, vous n'allez pas vous relever. Faites très très attention. Alors, la dernière sommation s'est passée l'autre jour, quand Israël décide d'attaquer l'Iran, dit-il, par... C'était des frappes préventives, c'est-à-dire une guerre préventive, c'est-à-dire tu vas attaquer quelqu'un, soit disant que voilà, bon, peut-être tu ne veux pas que cette personne t'attaque. On appelle ça une guerre préventive, ce qui n'est pas normal, ça n'a rien à voir avec le droit international. Ce droit-là a donc été violé. Iran, donc personne n'attendait une telle riposte, a donc décidé de ne pas se laisser faire. A dit, ok, nous allons agir. L'Iran a donc décidé de riposter sur ce que vous avez vu, sur ce que vous connaissez, sur ce que j'ai voulu vous présenter à l'entame de cette publication. Les pleurs partout. Vous allez donc constater que Israël, qui a été habitué à bombarder des hôpitaux, les personnes, même la communauté internationale vous dit, Israël a le droit de se défendre. Ce sont les hôpitaux. Non, Israël a le droit de se défendre. Qu'est-ce que le droit de se défendre a un droit à avoir avec les hôpitaux? Non, là-bas à l'intérieur, il y a des terroristes. Il y a le Hamas qui est là-bas. Ils se sont cachés dans les hôpitaux. Très bien. Aujourd'hui, la même chose leur est opposée. On vous dit qu'il y a un hôpital qui a été frappé. Israël pleure qu'il y a un hôpital qui a été frappé. L'Iran dit non, ce n'est pas un hôpital qui a été frappé. Sur cet hôpital-là, il y a une base militaire. Donc la même chose qu'on reprochait au Hamas de se cacher dans les hôpitaux, Israël aussi se cache dans les hôpitaux, crée des structures à côté des hôpitaux ou en bas ou quelque part, mais dans les alentours. Ce qui veut dire que quand on frappe donc cette structure-là, il y a des éclats, des balles, le souffle, ça touche l'hôpital. Vous voyez, on retrouve là le même comportement, comme je vous ai dit, de l'autre côté, de Palestine. Victime. Le peuple d'Israël est en train de fuir en masse. Ils vont dans des pays, fuient par bateau. Ce que nous avons été habitués à voir, la Palestine à vivre au quotidien. Les gens fuient en masse, montent et descendent. Les enfants n'ont plus de vie, vivent avec le stress des bombes au quotidien. Ils ne vont pas à l'école, mangent mal. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui avec Israël. Le sentiment de la toute-puissance. Il faut faire très très attention avec les nôtres. Faisons très très attention avec nos comportements. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, même dans mon pays, le Cameroun. C'est le même sentiment. Le peuple camerounais est très calme. Vous ne savez pas à quel moment il va vomir le feu. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui en Israël. Parce qu'on était convaincus, ils étaient habitués. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils ont des communications, ils ont des communicants, ils ont des radios, des télévisions à l'échelle internationale. Dès que tu veux dire quelque chose, même si tout de suite on catalogue ça, on ramène ça tout simplement à l'antisémitisme. Oui ou non, tout de suite, les médias te tombent dessus. À tort ou à raison, tu as tort. Ça nous rattrape aujourd'hui. Alors pourquoi je vous dis que ça nous concerne? C'est la même chose aujourd'hui au Cameroun, chez nous, dans mon pays, le Cameroun. C'est là où je vais vous emmener. Parce que ce qui se passe là-bas est grave en Israël, est grave en Iran, est grave en Ukraine, est grave en Palestine, est grave au Yémen. Ça se passe partout.
C'est très grave, nous déplorons cela. Mais ça doit nous enseigner le sentiment du Tout-Puissant. Aujourd'hui, les colons de l'autre côté en Israël pleurent. Le peuple manifeste pour demander pardon à l'Iran. Que pardonnez-nous, vous avez vu ça? Le peuple demande pardon au peuple iranien. Pardonnez-nous, ce n'est pas de notre faute, nous ne sommes rien concernés. Et c'est vrai. Donc, je voudrais vous dire ici, les gars, au regard de ce qui se passe, nous sommes des passagers de cette terre. Vous avez connu Ariel Sharon. Vous l'avez connu, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a connu. Vous avez vu ce qu'il ressemblait, à ce qu'il a fait au peuple de Palestine. Vous avez compris normalement ce que ça donne, ce que ça fait de faire du mal et de tuer comme ça là. Ariel Sharon, c'est l'un des premiers ministres israéliens qui n'est plus de ce monde. Il était pareil. Nous sommes des passagers de l'histoire. Nous sommes des passagers sur cette terre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vous ramène toujours dans mon pays, le Cameroun, pour vous dire ce que vous voyez en Israël, ce que vous voyez en Iran. L'Iran, aujourd'hui, en termes de patience, en termes de réserve, en termes de réaction dont personne ne connaît, je reconnais le peuple camerounais. Et je vous dis tous les jours, faites attention avec ce peuple camerounais que vous voyez là. Ce n'est pas un peuple faible, c'est un peuple qui a déjà trop combattu. Ne le voyez pas comme ça. Le peuple là va se lever le moment venu. Comme le peuple d'Iran. Le Cameroun n'a certainement pas d'âme, mais l'âme la plus importante, c'est le mental, c'est l'humain. Vous avez vu les limites de l'homme de fer. Vous avez vu les limites du patriote. Vous avez vu les limites de cette protection des missiles. Et vous avez vu la puissance de l'Iran. Donc personne n'attendait. Des armes supersoniques, hypersoniques, qui arrivent après avoir parcouru plusieurs pays. La science, les mathématiques, les calculs. L'arme se déplace, elle va bombarder là où on a demandé qu'elle bombarde et fait des dégâts. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Non, on tue les êtres humains. Mais qu'est-ce qui est important dans ce que je vous dis? L'enseignement. Par apprentissage, par observation. Pour le Cameroun, l'apprentissage par observation. Pour les Africains, vous avez donc vu. Maintenant, je vous ramène très rapidement au niveau international. Vous avez vu les limites du soutien des uns et des autres. Vous avez vu le comportement des traîtres occidentaux vis-à-vis d'Israël. Qui était content hier? Quand on frappait, quand Israël frappait, on vous fait comprendre que Israël a le droit de se défendre. On vous dit, Israël a le droit de se défendre. Et c'est normal. Et c'est vrai. Israël a le droit de se défendre. Maintenant, est-ce que le même droit de se défendre, vous avez entendu dire, ces gens-là disent que l'Iran a le droit aussi de se défendre. Vous avez compris? Et on pousse les peuples à la guerre et on n'est pas capable de les défendre. Vous revoyez là l'image de l'Ukraine. On donne les armes, on donne les armes, on donne les armes. Aujourd'hui, c'est le peuple qui en est subi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu le même peuple se dire, réunissons-nous, allons bombarder l'Iran? Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu le même peuple, le peuple d'Occident, les dirigeants occidentaux, se réunir, dire, mettons les armes ensemble, allons bombarder l'Iran? Est-ce que c'est possible? Non. Vous savez pourquoi? Parce que l'Iran est préparé, d'abord, ce pays est préparé. Ils ont dit, tout pays qui tentera de faire son wistiti, nous allons lui envoyer quelques petits bonbons, les chips. Il aura, il sentira notre présence et l'appétit. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit au début de cette publication, l'Iran est l'un des pays amis, partenaires à la Russie, qui a d'ailleurs donné la technologie de fabriquer les drones à la Russie. L'Iran est un pays partenaire à la Chine. Donc, toute attaque contre l'Iran, c'est toute attaque contre la Russie, contre la Chine et contre le Pakistan qui a dit qui tentera de déposer le petit truc là sur l'Iran. Si l'Iran est attaqué par une bombe atomique, nous allons aussi attaquer de l'autre côté d'Israël. Donc tout le monde back up, tout le monde recule. Je dis voilà, on ne sait pas ce qui va arriver. Vous voyez un peu? De l'autre côté, vous avez un autre gars là, qu'on appelle le gars de la Corée,
petit gros, qui a une réserve d'armes, il veut tout simplement qu'on l'appelle. Il a dit, lui, il est prêt à être du côté de l'Iran. Maintenant, l'Amérique, qui est l'un des pays qui est avec Israël comme ça, ne peut pas agir n'importe comment. Non. Parce que ce n'est pas une guerre où tu vas t'asseoir, tu dis voilà, Israël est attaqué, je m'en vais et agir. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, l'Iran a eu la possibilité d'avoir autour de lui des partenaires influents, d'avoir autour de lui des pays puissants, d'avoir autour de lui des pays capables de se poser de bonnes questions. Aujourd'hui, l'Iran a des pays puissants autour. Et l'Iran dit, voilà, le pays là, je ne veux même pas que vous interveniez tout de suite. N'intervenez pas encore. Non, 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 je ne veux pas encore. J'ai moi-même les moyens d'intervenir. Vous voyez, c'est pour vous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est 1884, 1885 qui est en train de se reconstituer. C'est-à-dire le positionnement des puissances. Quand ces gens vont finir avec le Moyen-Orient, ils vont finir avec l'Ukraine, ils vont finir avec le Yémen, ils vont se retourner du côté du Cameroun, du côté de l'Afrique. Ils sont déjà disposés là-bas. Donc c'est important que les ministres de chez nous, notamment le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, les patrons des services de renseignement camerounais, la police camerounaise, mon père Mbargangeli, doivent observer ce qui se passe et se rendre compte que ce qui va se passer chez nous n'est pas différent. Parce que c'est le positionnement. Pourquoi je vous dis ça? Je me rappelle, parce qu'aujourd'hui, l'Israël ne serait plus la première puissance au Moyen-Orient, c'est fini. Oh, oui. Les cartes sont en train de se repositionner. La puissance aujourd'hui au Moyen-Orient va être l'Iran. Yes, sir. Et maintenant, comment la France s'est retrouvée là en Afrique aujourd'hui? La France s'était retrouvée là, parce qu'on était sous tutelle de la France. Avant, c'était les Allemands. Pourquoi les Allemands ont été chassés? Parce qu'ils avaient perdu la guerre. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de gagner de l'autre côté vont s'imposer du côté de l'Afrique. Ceux qui sont en train de mener des guerres là, vous allez comprendre que le repositionnement dans le monde, et quand ils vont se retrouver, comme ils se retrouvent souvent au Conseil de sécurité, les puissances, le G7, le G20, le G100, se retrouvent, on se dit voilà, bon maintenant, toi tu ne peux plus gérer l'Afrique comme tu gérais avant. Hein. Attention, ça se voit à l'AES. Toi tu ne peux plus gérer l'autre côté comme tu faisais avant parce que bon, tu ne comptes plus grand chose, notamment la France. Hein. Tu ne pèses plus en Afrique. Voyez-vous, maintenant, la Russie est en train de prendre pied. On trouve la Russie partout. On trouve la Russie au Mali, au Burkina. On trouve la Russie au Niger. On trouve la Russie en Centrafrique. On trouve la Russie au Tchad. On les trouve en train de former aujourd'hui des gens quelque part là-bas dans des pays qui nous sont voisins à côté. On trouve la Russie dans certains pays, l'autre côté là-bas, à côté des pays que vous connaissez à côté, qui entourent la Russie. Donc leur puissance le pousse. Et la Russie ne se déplace jamais sans son allié, son partenaire de Brest, qui s'appelle la Chine. Point de vue économique, l'autre point de vue scientifique et technologique. Ils vont ensemble. Quand ils avancent, ils repoussent comme ça les forces françaises et européennes qui sont en train de disparaître. Donc, pour ne pas disparaître totalement, qu'est-ce que la France va faire? La France va utiliser l'arme la plus importante qu'elle sait faire. Parce que la France, son arme la plus importante, c'est le terrorisme. Parce que le terrorisme est un allié objectif des Français en termes de stratégie pour monopoliser et contrôler les pays africains. Ils envoient donc ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Cameroun, en Centrafrique, au Burkina. Tout ce qui se passe en termes de terrorisme est organisé par la France, par le gouvernement français. Est-ce que c'est moi, ma petite personne, qui vous le dit? Ce n'est pas moi. Mon père, mon aîné, mon parent, l'un de nos ancêtres, qui a d'ailleurs conduit à sa mort, Idriss Déby, vous l'avez dit avant de mourir. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que j'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que
je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en Mais là, 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi candidature. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, ce que vous dites clairement, ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, Et aujourd'hui, Combien de temps encore? pour autant, je pense que... Il a parlé un peu partout. Que la France est en train de foutre le boxon partout. La France est entrée dans son propre pays. Ils sont allés changer la constitution pendant qu'il était en train de dormir. Et si ça ne dépendait que de moi, je serais parti depuis. C'est la France qui m'a demandé de rester. Et c'est la même France qui me critique, c'est la même France qui me condamne, c'est la même France qui me demande de faire des choses. Vous voyez un peu. Alors pour que la Russie ne se retrouve pas partout en Afrique, la France va anticiper avec le terrorisme pour diviser les pays, pour se sentir incontournable. Qu'est-ce que la France va donc faire? Pour cela, il faut qu'elle ait des personnes qu'elle contrôle à la tête de certains pays. On remplacera donc certains présidents par les porteurs de sacs, par leurs chauffeurs, par les taximans, par des gens qui n'ont pas de structure d'un gouvernement, tout simplement parce qu'ils vont être contrôlés par la France. Et le président qu'on met en place, qu'est-ce qu'il va vouloir? Lui, pour son problème, c'est l'honneur, je suis président. Mais ce n'est pas ça. Il est là pour contrôler les biens de la France. Il est là pour contrôler les intérêts français. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Parce que 42 ans plus tard, dans notre pays, le Cameroun, qu'est-ce que vous y voyez? Il n'y a rien. Rien n'a changé. Le peuple souffre. Le peuple a des problèmes. À cause de la France. Manque d'eau. Même la langue française aujourd'hui est en train de perdre pied. Regardez les écoles. Allez voir là où on apprend le chinois chez moi au Cameroun. Allez voir là où on apprend l'allemand. Ça n'a rien à voir avec les salles de classe. Là où on apprend le français chez nous. Alors que le français est la première langue chez nous. Parlé à 80%. L'anglais à 20%. Nous sommes un pays bilingue. J'ai voulu, mesdames, messieurs, échanger avec vous
rapidement sur ce qui se passe dans le monde pour vous interpeller. L'arrogance, la prétention, le mépris, les crimes gratuits, arracher les terres, les biens des gens. Ce que vous voyez à l'échelle internationale, en Israël et en Iran, se passe chez nous au Cameroun, à l'échelle nationale de notre pays. Arracher les biens des personnes, vous ne connaissez pas la réaction du peuple demain. Vous ne connaissez pas. Ce qui se passe en Israël, il n'y a pas que les Noirs qui sont détestés, il n'y a pas que des Blancs, il n'y a pas... Là-bas, il y a un problème. Vous avez vu une fille ukrainienne qu'on a refusé d'entrer dans le bunker. On l'a bloquée. Que n'entre pas dans le bunker, tu n'es pas juive. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez vu ça là-bas. Tout ce qui se passe à l'international doit nous inspirer. Nous sommes des frères, nous ne devons pas apprendre de ces mauvais comportements. Tout Camerounais est Camerounais dans son pays, le Cameroun. Que tu sois Bamileke, Bassa, Douala, Eton, Ewondo, Boulou, Nangang, Tumu, nordiste, anglophone, francophone, tout ce que vous pouvez imaginer. De chez moi, de l'Est, du Nord, de l'Ouest, du Sud, de l'Est, nous sommes tous des enfants d'un même peuple, d'un même pays, d'une même terre. Qu'est-ce qui se passe en Israël aujourd'hui? T'ouvres les yeux, mon frère. C'est très grave. On ne vous montre pas les images. Quand on vous parle d'Israël, on vous montre plutôt les missiles. Il faut observer, on vous montre des missiles. Mais quand on parle de la Palestine, on vous montre comment ils sont en train de décimer. Le plaisir de voir l'autre souffrir. Les images d'Israël que vous voyez sont filmées par des enfants qui ne sont pas d'accord avec ça en Israël. Les enfants qui ne sont pas d'accord avec le comportement de leur gouvernement. Ce sont ces images-là qui filment avec leur téléphone, ils envoient dans les réseaux sociaux. Une façon de dire, regardez ce qui nous arrive. C'est très important ce qui se passe dans le monde. C'est très dangereux. Un être normal ne peut pas être fier de voir la souffrance du peuple d'Israël. Comme un être normal ne peut pas être fier de voir la souffrance du peuple de Palestine, de voir la souffrance du peuple d'Iran, de voir la souffrance du peuple de l'Ukraine, de voir les bombardements faits en Russie, des échanges de cadavres. En termes de milliers, 1000 corps s'échangent, 3000, 6000 corps s'échangent. Des gens qui sont tués, il y a plus d'argent pour fabriquer des bombes que de nourrir les peuples. En quoi est-ce que c'est important pour nous? C'est important parce que ces comportements doivent nous enseigner que ce n'est pas notre culture. Dieu l'autre. On dit que les gens se sont préparés à fabriquer des bombes. Des bombes qui sont, on dépose ça ici, ça tue tout un pays. Ce sont nos cultures, ce n'est pas notre culture. J'ai pris beaucoup de temps pour vous dire que ce qui est en train de se passer maintenant doit vous inspirer des comportements à ne pas faire. Doit vous inspirer des choses à ne pas faire. Voilà un homme de sécurité. Ce monsieur-là, il est ici juste pour garder le parc. Il n'y a rien d'autre à garder ici. Il est là, payé pour garder le parc. Payé pour garder le parc. Là où je me suis assis là, je suis en sécurité. Même si il y a la police, il y a les fédéraux, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a des agents de sécurité qui sont payés pour protéger des personnes qui passent, qui s'asseyent, qui parlent comme vous. C'est important. Pourquoi je vous montre cette image-là? Parce que nous avons la possibilité de faire mieux dans notre pays. J'ai voulu échanger avec vous. J'ai voulu partager avec vous. J'ai voulu vous parler que ce que vous voyez là, ça nous parle. Israël nous parle, l'Iran nous parle, la Russie nous parle, la Chine nous parle. Des peuples qui ne parlent pas, mais qui travaillent pour se protéger, qui travaillent pour se défendre aujourd'hui. Mais nous travaillons pour aller nourrir des pays qui ne nous apportent absolument rien. Vous voyez ça de vos yeux aujourd'hui. Vous avez vu ce que c'est que l'Iran. Personne ne peut attaquer ce pays-là. Et on vous parle de la bombe atomique pour en finir. Personne ne vous sait si ce pays-là n'a pas encore la bombe atomique. Personne ne sait. On vous dit que non. Ils sont en moins 6 mois pour avoir la bombe atomique. Non, ils sont en moins 2 semaines. Ils sont en moins 3 jours. Ils sont en moins 4 jours. Ce pays-là, si ça ne regarde que moi, ils ne pouvaient pas s'aventurer, sinon même pas encore cette bombe-là. Je pense que, personnellement, je peux me tromper, l'Iran a déjà le pompé là. L'Iran a déjà ce métal, ce gros métal-là, si ça ne dépend que de moi. Alors vous comprenez donc les limites des services de renseignement à l'échelle internationale. On ne sait pas si là, sinon pas. En quoi est-ce que vous êtes donc des puissances si vous n'arrivez pas à voir, être sûr dans ce que vous dites alors que vous êtes des puissances de renseignement à l'échelle whatever.
Voilà donc la limite de l'homme. Et c'est là où Dieu prend le relais. Parce que Dieu sait ce que tu sais que... Dieu sait ce que tu ne sais pas. Alors pour éviter ça, n'allons pas attaquer les gens sans avoir la capacité de nous défendre. J'ai voulu échanger avec vous rapidement sur ce sujet parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, Nouma, qu'est-ce que tu en penses? Je déteste la guerre. Je suis contre les guerres inutiles pour tuer les gens inutilement. Je suis contre ça. J'ai voulu partager avec vous pour vous donner un peu un aperçu que tout ce qui se passe dans le monde là, ça se passe également chez moi et ça se passera chez moi. Et le peuple est la plus grosse et importante arme qui va détruire ceux qui l'ont détruit depuis 42 ans. Alors faisons attention. Utilisons ce qui se passe là pour s'en sortir. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes de la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je serai le meilleur de moi-même et je donnerai le meilleur de moi. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.